Donc dans le monde de l'investissement, la rationalité est souvent associée à la capacité de faire fructifier son patrimoine, de préserver, d'augmenter son pouvoir d'achat. En théorie, c'est une démarche qui semble simple, hein, c'est limpide. On investit judicieusement, on minimise les risques, acheter bas, vendre haut, on optimise les rendements et c'est bon. Donc sur le papier, c'est facile. Et pourtant, dans la pratique, on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que cela. On aimerait bien pouvoir se dire qu'on est des êtres à 100% rationnels qui prenons des décisions éclairées à partir de faits concrets. On sait très bien dans la réalité, c'est pas le cas, où il y a beaucoup de décisions spontanées, des choses émotionnellement chargées, prises à la va-vite, et au final, au lieu de rester fidèle à un plan financier soigneusement réfléchi, on réagit souvent de manière impulsive face aux fluctuations du marché, mais aussi de la vie. Et ce faisant, on va ainsi trahir nos objectifs financiers à long terme. On cite souvent la volatilité des marchés comme quelque chose de mauvais, de très risqué, dont il faut absolument protéger les investisseurs. Mais il faut bien comprendre que la volatilité en soi, et on le développera dans cette vidéo, est juste une mesure de l'évolution du prix des actifs et des rendements associés, et pas nécessairement associée à un risque sous-jacent dans un investissement. Et donc très souvent, on va avoir une confusion entre risque et volatilité qui va amener à commettre des erreurs. Par exemple, vendre au plus bas, vendre à un mauvais moment alors qu'on avait acheté à un plus haut. Et à l'inverse de ce scénario clairement pas optimal, un investisseur qui a compris que la volatilité va être inhérente à la nature des marchés pourra y voir une opportunité, par exemple, de renforcer sa position à un coût inférieur et aligner ses actions avec ses objectifs long terme. Donc l'investissement, et surtout dans les crypto-monnaies, ça peut être un peu paradoxal. On a plein d'outils sophistiqués, on a une multitude d'informations pour nous guider, mais on est incapable d'agir de manière rationnelle. Et donc cette contradiction entre ce que nous savons devoir faire, donc la théorie, tout le monde le connaît, acheter bas, vendre haut, mettre certaines actions pour avoir certains résultats, et ce que nous faisons réellement, ça va être au cœur de l'irrationalité qui va caractériser bon nombre d'investisseurs. Et donc ça va être le sujet de cette vidéo. On va voir explorer d'abord les origines de cette irrationalité, comment ça se manifeste aussi dans nos décisions d'investissement, et surtout à la fin des stratégies possibles pour contrer nos tendances irrationnelles. Je vous rassure tout de suite, pas de solution miracle, par contre des choses raisonnables et qui sont atteignables surtout par tout le monde. C'est parti, on commence tout de suite. Donc l'irrationalité en économie, mais aussi en finance, ça va être un phénomène bien plus répandu et profond que ce qu'on pourrait imaginer. Tout ce qui va arriver dans ces premières parties, basées en grande partie sur ce livre-là que je vous conseille, hein, Misbehaving, les découvertes de l'économie comportementale de Richard Thaler, prix Nobel d'économie, donc il y a quand même des choses intéressantes à dire le monsieur. Il nous dit par exemple que l'économiste autrichien Eugen von Bauer, je suis désolé pour la prononciation, hein, c'est lui, a été l'un des premiers à souligner qu'on a la tendance à sous-estimer systématiquement nos besoins futurs ainsi que les moyens d'y répondre et que cette tendance est souvent le fruit de trois facteurs principaux qu'on va voir maintenant. Le premier facteur, ça va être la difficulté et souvent une représentation inadéquate que l'on a de nos besoins futurs. Donc bien évidemment, c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Par exemple, quand on est jeune, on va avoir du mal à s'imaginer ce qu'on pourrait avoir besoin quand on sera à la retraite ou plus âgé. Donc évidemment, on va peut-être sous-estimer ces besoins-là. Notre exemple, ça va être les dépenses sur le moment pour un plaisir immédiat, alors qu'on a des objectifs sur le long terme, peut-être mettre de côté pour acheter une maison, des objectifs d'investissement ou préparer sa retraite, pourquoi pas. Le deuxième facteur qu'on connaît tous, ça va être le manque de volonté. Donc c'est pas pour culpabiliser les gens, mais tout le monde est victime, hein, moi le premier. Faut dire aussi à notre décharge que par les temps qui courent, il y a tout qui est exacerbé, les nombreuses distractions, les réseaux sociaux, tout est à portée de clic, donc c'est plus difficile peut-être qu'auparavant de résister à certaines tentations et du coup épargner pour un projet plus lointain va demander plus de discipline, hein, et donc c'est aussi décider de se taper un tacos 3 viandes XXL alors qu'on a des objectifs peut-être fitness mais à plus long terme, mais bien souvent la récompense qui serait pourtant importante dans le long terme et pas suffisante pour nous empêcher de faire l'action immédiate comme on l'a choisi sur le moment. Et enfin, et ça va paraître évident, et là encore ça peut toucher tout le monde, la procrastination, hein, on se dit je le ferai demain, et au final on a tendance à sous-estimer la rapidité avec laquelle demain va arriver, et donc on peut avoir l'illusion qu'on a encore du temps, que c'est suffisamment loin pour ne pas s'en préoccuper immédiatement, et donc à ce stade-là on peut vraiment parler d'incohérence dans les décisions temporelles qui en plus vont être exacerbées avec des raisons psychologiques. On a une naturelle propension à survaloriser le présent au détriment du futur. Par exemple, et ça je pense que ça touche tout le monde, prenez le temps d'y réfléchir, d'y penser, la différence perçue entre recevoir 100 € là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui ou dans un an, elle va être significative. Vous dites, je préfère avoir maintenant, tout de suite, que dans un an, bien évidemment. Mais par contre, la différence entre les recevoir d'entre 5 ou 6 ans, elle est bien moindre. C'est-à-dire que pourtant, il n'y a qu'un an d'écart, c'est-à-dire je vous donne là maintenant tout de suite, ah non, maintenant dans un an, ou je te vous dis,
je vous le donne dans 5 ans, maintenant finalement c'est 6 ans, c'est pas la même chose. Alors pourtant, il y a vraiment 1 an d'écart entre les deux dates, mais le présent prend souvent beaucoup plus le pas sur le futur. Donc on peut vraiment parler de distorsions temporelles qui vont avoir des vrais impacts sur nos décisions de consommation, mais aussi d'achat. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le livre, c'est l'exemple de la glace. Donc imagine, t'es en été, il fait très chaud, à la plage, sous le soleil, il n'y a pas de parasol, mais il va être beaucoup plus important de manger la glace aujourd'hui même, là tout de suite, et non demain. Mais en même temps, on s'en fout, grosso modo, de la manger dans 1 an ou dans 1 an et 1 jour. C'est-à-dire que la différence entre avoir la chose là tout de suite maintenant et dans 1 jour, ça va être incroyablement important parce que tu es en train de crever de chaud sur la plage, il faut la glace maintenant, mais par contre si on dit ben, la glace tu l'as dans 1 an ou dans 1 an et 1 jour, c'est nul, il n'y a aucune différence, on s'en fiche complètement sur le moment. Dans cet exemple de la glace, la satisfaction est immédiate, tangible, alors que différer cette consommation d'1 an ne semble pas avoir de conséquences notables. Cependant, lorsqu'il s'agit de notre argent, de placer de l'argent pour notre avenir, pour notre futur, pour nos objectifs, la même logique devrait prévaloir. Mieux vaut épargner aujourd'hui pour jouir d'un confort demain, mais souvent, dans les faits, c'est totalement ignoré et repoussé au profit du plaisir immédiat. Et avec ces concepts, on peut vraiment voir que l'irrationalité en économie et en investissement, c'est pas simplement un écart par rapport à la logique ou la raison ou ce qu'il faudrait faire absolument, mais c'est vraiment le rapport, la lutte aussi avec nos propres instincts, nos propres habitudes, entre ce que nous savons que nous devons faire et ce que nous faisons dans la réalité. Maintenant, on va quand même s'intéresser aux facteurs psychologiques dans ces décisions temporelles, hein, d'où ça vient, pourquoi on est comme ça, c'est quand même pénible des fois, il faut bien l'avouer. Donc les décisions que nous prenons au quotidien sont fortement influencées par notre perception du temps et notre capacité à évaluer les bénéfices futurs par rapport au plaisir présent. Ça va être un secret pour personne, mais bien évidemment, l'investissement, il y a une composante, une dimension psychologique très importante, hein, ce que l'on va penser, comment on va penser à un instant T, ça va avoir une importance capitale dans le succès qu'on va avoir dans nos investissements. C'est là qu'arrivent les fameux biais cognitifs, hein, cette tendance à s'écarter de la rationalité, de ce qu'on devrait faire de manière rationnelle, voilà, pour avoir optimisé ses résultats. Il se trouve qu'on est tous victimes de certains biais cognitifs et on va en voir quelques-uns maintenant. Premier exemple de biais cognitif, le biais de confirmation, dont on est, je pense, particulièrement victime la communauté crypto, notamment avec le crypto Twitter, hein, les chambres de résonance des réseaux sociaux, où on va être exposé à des groupes où les gens pensent la même chose que nous, et donc on va se monter un peu tous ensemble vers un même objectif, dans un même schéma narratif. Et donc le biais de confirmation, c'est tout simplement considérer et privilégier beaucoup plus les informations qui corroborent ou qui vont dans le sens de ce que l'on pense déjà ou que l'on attend déjà. Par exemple, les 100K avec Bitcoin ou n'importe quelle information qui va dans le sens de notre portefeuille, de notre bague, hein, ou dans ce qu'on aimerait voir arriver. Et où tout le monde dit bah allez c'est parti, les 100K, ça va monter, on est en bull run, ça va jamais tomber, c'est le moment d'acheter, après ça va monter encore plus, et on oublie les petites voix qui disent attention, on est peut-être en surchauffe, attention, les gros sont déjà rentrés, attention, historiquement, on serait peut-être dû pour une correction. Et donc, on va se concentrer uniquement sur les nouvelles qui vont dans notre sens et qu'on aime, voilà, qui vont dans le sens de nos opinions. Et on va clairement laisser de côté les nouvelles qui vont pas dans notre sens ou qui ne nous plaisent tout simplement pas. Un autre biais, et notez que je fais des biais qui sont particulièrement présents chez les débutants, moi y compris quand j'ai commencé dans la crypto-monnaie, mais aussi chez les personnes plus avancées, hein. Surtout quand on gagne souvent et de manière continue et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas pris une petite claque derrière la tête, ça va être l'excès de confiance, hein, tout simplement. Où on va se penser plus malin que les autres, on va se dire je vais pouvoir prévoir un retournement de marché, je vais pouvoir anticiper un événement négatif ou positif d'ailleurs, et prendre des décisions par rapport à ça en se disant de toute façon si ça se passe mal ou si ça se passe bien, je vais être en capacité de réagir avant les autres, pas de souci. Et dans tous les cas, j'arriverai à sortir mon épingle du jeu. Mais comme on sait tous, les catastrophes, quand ça arrive, ça prend tout le monde par surprise. C'est tu vas te coucher la nuit, tu te réveilles le matin, pouf, c'est parti. Il n'y a plus d'argent, tu t'es fait rug, tu sais pas pourquoi ça dump. Et bien évidemment, le propre des situations imprévisibles, c'est qu'elles ne le sont pas. Donc là, vous allez dire, mais oui, c'est évident. Mais on pose des bases pour ce qui arrive ensuite. Donc l'autre raison que j'ai beaucoup aimé pour la différence entre activité rationnelle et activité émotionnelle dans le cerveau, c'est l'exemple de la batte de baseball. Donc on nous dit une batte de baseball et sa balle coûte 1,10 €. La batte de baseball coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Tac, 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 tic, tac. Donc si vous faites comme moi, que vous donnez la réponse rapide sans réfléchir, vous dites le total 1,10 €, la batte coûte 1 € plus, la balle 10 centimes, c'est bon. Eh bien non, parce que sinon ça voudrait dire que la batte
coûterait 1,10 € et c'est le prix total. Donc en fait, la balle, elle coûte 0,05, donc 5 centimes. Et donc, il faut savoir qu'il y a 50% des gens qui sont à Harvard et au MIT, donc deux des universités les plus prestigieuses du monde, se sont trompés en répondant rapidement sans prendre le temps de réfléchir. Et donc, encore une fois, le problème dans ce cas-là, c'est pas d'être intelligent ou pas. Je pense que tout le monde est capable, en se posant, en prenant le temps, en posant les faits devant ses yeux, de réfléchir, de dire, ben oui, c'est pas possible, donc la réponse c'est ça. Et bien souvent, c'est pas ce qu'on fait, hein. Moi le premier. T'as pas envie de t'embêter ou t'as pas le temps, et donc souvent tu dis ben vas-y on va faire comme ça, on prend pas le temps de réfléchir, on prend une décision à la va-vite, et on se rend compte qu'en investissement, ça passe pas quoi. Très souvent, c'est pas la bonne décision. Et donc toutes ces prédispositions intuitives qui vont favoriser une réaction rapide plutôt qu'une réflexion mesurée, elles vont pouvoir expliquer la réticence de certains à investir dans des marchés qui sont perçus comme volatiles, hein, comme les actions ou les crypto-monnaies. Mais bien souvent, les gens, ils ont tendance à confondre volatilité et risque, alors que les études historiques sur la bourse dans ce cas-là, hein, montrent que les investissements en actions sur le long terme sont plus rentables avec des retours annuels moyens qui sont quand même assez importants. Et donc cette aversion au risque qui va être confondue avec la peur de la volatilité, donc très bien développée par exemple dans le livre La chose la plus importante d'Howard Marks, au final, elle peut s'avérer très coûteuse en limitant les opportunités de croissance sur le long terme. Donc on ne dit pas qu'il faut investir à fond sur les actions ou les crypto-monnaies, c'est juste prendre conscience que si on confond volatilité, risque, et qu'on se laisse emporter par nos émotions, qu'on dit de toute façon c'est volatile, je vais tout perdre, j'y investis pas, on passe peut-être à côté d'opportunités très importantes, sous réserve bien sûr de mettre en place des vraies stratégies, de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et donc l'idée de cette partie, au-delà de revoir des biais cognitifs qui sont quand même assez connus si on s'intéresse à l'investissement, c'est plus voilà, poser ça comme cadre pour l'avoir comme postulat de départ, et maintenant aller voir ce qu'on peut faire au-delà de ça, maintenant qu'on est tous d'accord qu'on est victime de ça. Comment on peut faire pour profiter des opportunités, notamment avec des stratégies systématiques pour éliminer les émotions, ou alors avoir des techniques approuvées en ayant des grosses connaissances, une base solide de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, encore une fois. Et donc, on continue. Donc, on a parlé volatilité, risque. Maintenant, on va quand même définir un petit peu ce qu'on entend par là. Donc, la volatilité des marchés, elle est bien souvent perçue comme un indicateur de risque. Hein. La crypto-monnaie, c'est très risqué, il y a de la volatilité, tu peux tout perdre du jour au lendemain, ce qui est vrai. Mais il est essentiel de comprendre qu'au final, ces deux concepts, qui sont bien évidemment liés, ils ne sont pas synonymes. C'est pas risque égale volatilité. Et la volatilité, au final, ça fait juste référence à la variation des prix d'un actif sur une période donnée. On va juste mesurer sur cette période de temps les fluctuations des prix, les plus hauts, les plus bas, voir quand ça monte, voir quand ça baisse, et la volatilité, c'est juste ça. Alors que le risque, quant à lui, c'est vraiment la probabilité de subir des pertes, alors totales ou partielles du capital, ou alors que les rendements d'un actif ne correspondent pas à ce que l'on attendait, à ce qu'on en avait besoin pour remplir notre objectif d'investissement. Et donc la volatilité, ça va vraiment être cette variation des prix à la hausse et à la baisse, et le risque, ça va être le fait que notre stratégie, à un moment donné, n'est pas adaptée à la classe d'actifs, ou n'a pas été bien calibrée, on n'a pas fait ce qu'il fallait, et du coup on est obligé de mettre la volatilité contre nous, donc réaliser des pertes, pourquoi pas, alors qu'il y a des manières de la mettre dans notre faveur, parce qu'il faut bien aussi comprendre qu'un actif qui n'a pas de volatilité, zéro, il n'y a pas moyen de faire de l'argent. C'est-à-dire vous l'achetez, mais il n'y a aucun rendement, il n'y a aucune plus-value, aucune appréciation, il ne bouge pas. Donc la volatilité, bien évidemment, elle peut être contre nous, mais elle va être aussi potentiellement en notre faveur. Et avec des actifs où il y a de la grande volatilité, il y a bien évidemment, et ils ont raison, dans beaucoup de cas de dire que c'est risqué, il faut faire attention, donc ça peut se retourner contre nous et très rapidement, mais ça peut aussi être en notre faveur rapidement. C'est pour ça qu'il est hyper important de comprendre ces concepts en crypto-monnaie pour aller extraire une performance du marché, profiter de cette volatilité tant qu'il y en a encore pas mal à disposition, parce qu'il faut savoir aussi que plus on va avancer, plus il va y avoir des institutionnels, plus la volatilité va se baisser, hein. Ça va être se rapprocher petit à petit des marchés plus traditionnels. Donc il faut bien comprendre tous ces éléments pour décider pourquoi pas d'y investir ou non. Mais voilà, on continue, mais je voulais juste faire un petit point sur ces éléments-là. Comme vous avez compris, un marché peut être volatile, mais pour autant ne pas présenter un risque élevé sur le long terme. Donc par exemple, les actions technologiques ou certaines crypto-monnaies avec des fondamentaux sérieux, ils peuvent avoir une volatilité très importante sur le court terme, mais comme les fondamentaux sont solides, les potentiels d'adoption avec des gros institutionnels qui rentrent, ou alors des tendances, des gros mouvements de fonds
qui poussent vers une tendance à l'adoption, à le développement de certaines technologies, et je parle aussi des actions par exemple. Sur le long terme, on se rend compte que la volatilité, au final, si on est sur le marché à long terme, on va pouvoir la mettre de notre côté. Et donc on entend très souvent l'idée que les rendements élevés sont obligatoirement, nécessairement à 100% liés à un risque très élevé, ce qui parfois est le cas, mais pas toujours. Par exemple, ça va décourager beaucoup d'investisseurs de se lancer dans cette domaine d'activité parce qu'ils ont rendement très élevé, risque très élevé. Donc il faut bien comprendre qu'il y a certaines classes d'actifs qui ne sont pas intrinsèquement risquées, mais par contre, bien évidemment, elles requièrent une meilleure tolérance à la volatilité. Donc si pour vous, un 20% de variation en un jour, c'est pas possible, il ne faut pas aller dans la crypto-monnaie parce qu'il faut pouvoir accepter la volatilité. Et en plus de ça, il faut une approche sur le long terme parce que pour pouvoir accepter et vivre la volatilité le plus sereinement possible, parce que c'est quand même jamais facile, il faut avoir mis des garde-fous en place, pas avoir besoin de l'argent, avoir une approche sur le long terme, avoir compris aussi tout ce qu'on explique dans cette vidéo, les cycles, les fondamentaux, tout ce qui est toujours le cas dans l'investissement aussi, pour pouvoir comprendre que la volatilité fait partie du processus et pouvoir être en mesure d'attendre jusqu'à ce que la volatilité soit en notre faveur et pas faire n'importe quoi, paniquer, vendre au mauvais moment, acheter au mauvais moment. Et donc en fin de compte, une stratégie d'investissement qui va être bien pensée et surtout dans le domaine de la crypto-monnaie, elle va forcément intégrer une compréhension de la volatilité et du risque pour atteindre les objectifs sur le long terme. Quand on parle long terme en crypto-monnaie, ça peut être 4-5 ans minimum, le temps d'avoir tout simplement un cycle de marché complet qui peuvent avoir tendance à se rallonger. Bon, ça c'est une autre discussion, mais dans tous les cas, pour pouvoir au moins vivre un cycle total avec une période de baisse, d'accumulation, la montée, le bull run et la redescente, pour pouvoir avoir tout ce spectre de volatilité, pour être positionné sur une période de temps justement qui est suffisante pour avoir la volatilité de notre côté et pas contre nous en ayant une période de temps trop courte. Et donc maintenant, on va enfin commencer à parler de crypto-monnaie et on va parler spécifiquement de Bitcoin parce que là, on a tout simplement le plus de données historiques, mais vous conviendrez que c'est quand même une classe d'actifs nouvelle et niveau volatilité et études d'aversion au risque et de comportement des gens, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel à étudier et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Le Bitcoin, je vais vous épargner l'historique, les données, vous savez très bien si vous regardez cette chaîne, je pense de quoi on parle. L'ATH à 69 000 dollars en 2021, donc le plus haut qui ait jamais été atteint depuis des fractions de centimes en 2009. Et donc ça fait souvent la une, en bien ou en mal, très souvent en mal d'ailleurs. Et donc cette hausse de quelques fractions de centimes à 69 000 dollars, ces millions de pourcentage d'appréciation en seulement 15 ans, c'est quelque chose de très impressionnant. Mais ça cache aussi évidemment une grande volatilité. On parle de plusieurs cycles, avec des moins 94%, des moins 90%, et régulièrement, voilà, entre des plus hauts et des plus bas d'un cycle à l'autre. Mais cette appréciation, voilà, de jusqu'à 69 000 dollars impressionnante, on peut, et c'est un euphémisme, dire que c'est quand même plutôt intimidant pour la plupart des gens, ou même ne serait-ce qu'un 10%, c'est déjà quelque chose qu'ils ont du mal à supporter. Et donc, en dépit de sa volatilité, le rendement annualisé du Bitcoin, donc sur la décennie, donc sur les derniers 10 ans, on va dépasser largement, mais largement, c'est un facteur plus de 10, je pense. Donc, si on va voir, même sur les actions, le S&P 500, un 10% annualisé, le Bitcoin, on va être à plus de 100% annualisé. Hein. Il faudrait que je refasse les calculs. Avant le dernier bull run, on était à 200% annualisé. Je pense que c'est un peu baissé, mais dans tous les cas, on est à plus de 100% annualisé sur les 10 dernières années. Donc cette performance historique qui, bien qu'on puisse la remettre en question, dire que ça ne se reproduira plus, que ça va aller à zéro, les fameux Peter Schiff et autres, ça peut poser quand même question, se dire, mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une place pour intégrer les crypto-monnaies et le Bitcoin, pourquoi pas, dans un portefeuille d'investissement pour se diversifier un petit peu et profiter de cette volatilité. Et donc, il y a quand même les grands de ce monde de la finance qui commencent à rentrer avec des ETF spot, par exemple, avec les crypto-monnaies qui sont de plus en plus intégrées par les grosses institutions financières et qui vont devenir de plus en plus présents dans ces produits. Est-ce qu'on peut pas se dire, il y a quand même peut-être une opportunité à saisir avec des early adopters, des outsiders, des gens, des particuliers comme vous et moi qui ont vu des opportunités dès 2009 et avec les plus gros, les mastodontes qui sont en train de créer des produits, avec d'autres fonds d'investissement qui vont pouvoir investir sur ces produits. Donc, des investisseurs spécialisés lancent des produits, investissent sur des produits à base de crypto-monnaies. Et donc, l'aversion au risque et l'absence d'intérêt ou de connaissances par rapport à tout ça, ça va conduire forcément à des occasions manquées où la peur des pertes à court terme empêche de réaliser des potentiels à long terme. Alors bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Il y en a beaucoup qui ont réussi à acheter bas et qui ont vendu trop tôt, c'est-à-dire, on ne pouvait pas savoir, hein, mais quand vous achetez quelque chose à quelques centimes, ça passe à quelques euros, vous avez fait peut-être un x10, vous dites un x10, exceptionnel, je vends, et vous loupez un x10 000 derrière. Ou à l'inverse, on se dit la volatilité,
ça monte, le FOMO, on achète à 69 000 comme beaucoup de gens l'ont fait, ou près du top, et après on est obligé de se prendre la volatilité à la baisse, moins 90%. Donc là, soit on a compris que potentiellement ça peut remonter sur du Bitcoin, sur des altcoins, c'est plus compliqué, hein, ça dépend de ce dans quoi on a investi. Il y en a beaucoup qui ne remonteront jamais, mais voilà, c'est à quel moment est-ce qu'on décide de prendre la perte, sortir, sauver les meubles, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre parce qu'on est sur des fondamentaux solides et on sait il va falloir être patient, mais qu'on va pouvoir potentiellement récupérer notre mise, mais il va falloir être patient. Et donc pour moi, ça souligne vraiment l'importance de l'éducation financière et de comprendre, mais vraiment en profondeur, le marché dans lequel on investit, les différents acteurs, le comportement des gens, l'historique, les fondamentaux des projets. Si on est dans une optique d'investissement long terme, et comme on l'a vu aussi pas souvent sur la chaîne, le holder, celui qui achète de la crypto-monnaie et qui est là pour le long terme sur des projets fondamentaux, c'est pas une garantie de faire de l'argent, bien évidemment, je peux rien vous garantir. Par contre, statistiquement et historiquement, c'est ceux qui ont fait le plus de rendement et qui ont le plus de probabilité de gagner de l'argent. C'est sûrement pas les traders et c'est sûrement pas les gens là qui sont là sur le court terme sans aucun fondamentaux. Et à moins d'être créateur de projet ou créateur d'index ou d'une plateforme qui prend des frais, ce qui n'est clairement pas à la portée de tout le monde, la meilleure solution, c'est encore de se renseigner le plus possible et d'avoir une stratégie long terme. Et donc au final, avec les crypto-monnaies, il y a moyen réellement de mettre en place des stratégies sur le long terme pour optimiser ses gains. Et là encore, on a parlé d'être rationnel, des biais cognitifs, mais moi je préfère plus au final le terme d'être raisonnable dans ses investissements, dans ses objectifs, dans ce que l'on pense que l'on va pouvoir atteindre. C'est bien beau de se dire, voilà, on va faire un truc super cartésien avec une méthode, on va être rationnel, Il faut quand même laisser un peu de place au côté humain. On sait très bien qu'on va jamais être rationnel à 100%. Donc le côté raisonnable, allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Hein. Mais dans tous les cas, ça a demandé de prendre en compte plein de choses et de se connaître particulièrement bien et d'avoir des fondamentaux, des connaissances. Donc, comme on l'a vu précédemment, l'éducation financière, comprendre les principes fondamentaux de l'investissement, je ne parle même pas des crypto-monnaies, mais vraiment les fondamentaux de l'investissement, ce qui ne bouge jamais, le côté greedy, le côté fear, les cycles de marché, les mouvements de foule, voilà, tout ça qui vont avoir une base commune à tous les types d'investissements. Et après, en plus, si on s'intéresse à la crypto-monnaie, il va falloir rajouter toute la base de connaissances, le socle technique, les projets, les spécificités de ce marché-là, parce que même s'il y a toujours des choses qui s'appliquent, c'est quand même un peu spécifique, donc il va falloir se renseigner le plus possible, connaître tout ça, pour pouvoir mettre en place les prochaines étapes. Après, conseil de base, mais diversifié, bien évidemment, même si c'est du potentiel, même si on a compris la volatilité, qu'on met en place des techniques le plus robustes possible pour justement éviter de concrétiser le risque. On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Tout investir dans la crypto-monnaie, je conseille à personne. Il faut regarder les objectifs de chacun. Bien évidemment aussi, pour pouvoir tenir la volatilité, il faut mettre en place des choses avant d'investir, c'est-à-dire avoir un matelas d'épargne de secours, être diversifié peut-être dans d'autres classes d'actifs, avoir d'autres sources de revenus pour pouvoir justement pas dépendre à 100% et pas être trop impliqué non plus émotionnellement dans nos investissements en crypto-monnaie, et ce qui va permettre de tenir la volatilité sur le long terme. Vous doutez bien que si vous n'avez pas d'argent à la banque, pas de source de revenus et que vous mettez le peu que vous avez dans une crypto-monnaie, dans un vieux shitcoin, dans un vieux matecoin, en espérant que ça va vous pumper pour vous sortir pour sortir de la situation, c'est quand même assez compliqué, c'est quand même plus du gambling et c'est un jeu assez dangereux. Alors qu'à l'inverse, si on a un matelas d'épargne pour plusieurs mois de vie à la banque, qu'on a une source de revenus correcte qui nous permet de faire nos dépenses, de vivre convenablement, on ne va pas dépendre des performances des crypto-monnaies. Donc dans tous les cas, si on arrive à faire de l'argent, déjà c'est très bien, hein, un x10 déjà en crypto-monnaie, c'est énorme par rapport aux autres classes d'actifs, donc il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher le x100, même déjà un x2, x3, c'est déjà quelque chose d'énorme, donc même sur ces performances-là, on peut être satisfait. Et si jamais on le perd, qui reste quand même une possibilité, il ne faut pas l'oublier, au final, on n'est pas dépendant de ça, donc oui, c'est triste, ça va pas faire plaisir, mais on ne s'est pas mis en danger. Il y a d'autres classes d'investissement, il y a une autre partie de notre portefeuille qui travaille, on a fait des gains, on a fait des pertes, on a de l'épargne de côté, on a une source de revenus, donc dans tous les cas, ça ne va pas nous changer notre vie fondamentalement. Et finalement, autre concept qu'on a abordé, mais qui est super important, c'est la planification à long terme. Donc ceux qui rentrent en fin de cycle en disant, vas-y, c'est bon, c'est le moment de faire de l'argent en crypto-monnaie, c'est reparti avec le FOMO, avec voilà, tout le côté émotionnel, on oublie la rationalité, c'est trop tard. Donc c'est pas la bonne approche. Statistiquement, voilà, ceux qui sont les plus gagnants, encore une fois, c'est les holders, donc ceux qui ont acheté au bon moment ou dans une période d'accumulation. Ça c'est pareil, on n'arrivera jamais à choper le plus bas et à vendre plus haut, hein, acheter bas, revendre haut, c'est possible, mais en se disant de toute manière qu'on n'arrivera pas
à choper le point exactement le plus bas. Donc comprendre les cycles pour savoir si on est dans une période plutôt d'accumulation, donc une période historiquement basse, ou si on est plutôt sur une période de hausse qui va peut-être commencer à s'accélérer, ou même si on est carrément en période de surchauffe. Et donc, il va falloir mettre en place des stratégies pour pouvoir sortir avant tout le monde, pour justement peut-être être un peu moins gourmand, mais dans tous les cas, être en capacité de valider des plus-values. C'est vraiment le plus important en crypto, et ce que la majeure partie des gens n'arrivent pas à faire, c'est de se dire, ok, ça peut encore monter, mais ma stratégie, historiquement, ça me dit que je sorte, il faut que je sorte, récupérer ma mise de départ, prendre des profits petit à petit. Alors oui, ça peut monter encore plus, oui, je vais peut-être passer à côté d'un x10, mais dans tous les cas, j'ai validé des plus-values, et dites-vous bien que pour avoir vécu un cycle de marché complet en crypto-monnaie, c'est vraiment pas facile de sortir et de se dire, bon, mais tant pis, et après d'attendre, et de se dire, bon, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus. Mais le problème, comme on l'a vu aussi, on n'arrivera jamais à anticiper en tournant de marché. Mais après, en plus, vont rentrer plein de biais cognitifs où on se dit, mais mon portefeuille valait tant, maintenant je le vends plus parce que dans ma tête ça vaut encore tant. Bon, ça sera le sujet de plein d'autres vidéos, mais dans tous les cas, rappelez encore une fois que l'approche sur le long terme en crypto-monnaie et pour des particuliers lambda, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, pas des professionnels ou des gens avec des fonds énormes, ça reste encore long terme holding, ça reste là où vous avez plus de probabilité de faire de l'argent si on sait ce qu'on fait, en se renseignant bien évidemment. Toujours important, rappeler ces concepts, et pour cette vidéo qui est la 100e en plus publiée sur la chaîne, je voulais faire quelque chose d'un peu plus exhaustif, un peu plus complet, donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous a plu. Aussi, petit concept que j'ai envie d'instaurer, s'il y a des choses que vous voulez complémenter, des choses que vous n'êtes pas d'accord, de manière constructive s'il vous plaît, mettez en commentaire des éléments et on pourra faire une réponse en vidéo, pourquoi pas. Si c'est du contenu qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Et je vous laisse aussi en description, comme d'habitude, mon guide offert pour bien débuter dans les crypto-monnaies. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt. Salut à tous.